Je vous souhaite une très bonne année 2026, qu'elle soit pleine de projets, de choses dont vous avez besoin, de joie, de sérénité et la santé surtout. Ouais, la santé, ouais. Comme vous pouvez un petit peu l'entendre, je suis en fin de maladie. Le bon petit rhume des familles, là, pour le 31, c'était parfait. Je vais mettre un peu le bazar dans mes vidéos meilleures lectures de telle ou telle année. Mais bon, écoutez, autant que je sois un petit peu dans le présent, et puis bah on reprendra cette série de vidéos un peu plus tard. On la finira, je vous promets. Et cette fois, j'ai fait un top 10. Parce que j'ai réussi à faire un top 10. D'habitude, j'aime pas faire des top 10. J'aime pas ranger, j'aime pas classer mes préférences de livres, mais je me suis prise au jeu cette année. Et bah écoutez, ce ne fut pas ni évident ni trop difficile, mais bah ça fait mon petit top 10 de l'année, je suis bien contente. Surtout, il y a une très grande surprise. Il y a des hommes dans mon top 10, et ils ne sont pas derniers. Ça faisait plusieurs années que ce n'était pas arrivé. Et bah écoutez, je suis très contente. Et si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous pouvez peut-être vous douter de certaines de ces lectures. Nous allons commencer avec la 10e position. Et ça faisait longtemps, au moment où j'ai lu ce livre, donc c'était au mois de février, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été happée comme ça par une lecture. C'est La Mer de la Tranquillité de Emily St. John Mandel. C'est un récit relativement bref, relativement court, mais il y a énormément de choses qui se passent dedans, et surtout, ça me donne envie de découvrir un peu plus l'univers d'Emily St. John Mandel, puisque je sais qu'il y a certains personnages de ses autres œuvres qui se réunissent dans celui-ci. Dans La Mer de la Tranquillité, nous sommes sur un espèce de voyage dans le temps où plusieurs personnages, à travers les siècles, vont vivre une espèce d'anomalie où ils vont entendre des bruits bizarres, voir des espèces d'arbres alors qu'ils sont pas censés être dans une forêt pour la plupart. Et bah, on va découvrir petit à petit non seulement l'évolution de l'humanité et comment est-ce qu'elle a évolué technologiquement parlant et en termes de voyage dans l'espace, mais aussi et surtout en termes de voyage dans le temps. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de SF relativement pur, et en même temps, vu qu'on a également des phases dans le monde moderne, le monde contemporain, et également dans le passé, et ben, ce fut super fluide, et bah en fait, j'ai pas pu le lâcher, et je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce livre enfin, parce que je ne voyais que des éloges, et je fais partie des gens qui font des éloges à ce sujet. Et on va rester un petit peu dans la science-fiction avec Moi qui n'ai pas connu les hommes. Celui-ci, je l'ai lu en lecture audio et comment vous dire que j'ai été tout aussi happée que par La Mer de la Tranquillité, puisque même si on est sur un concept totalement différent, puisque là, nous sommes dans une cellule, dans une cage, où une quarantaine de femmes sont enfermées depuis plusieurs années, depuis au moins 10 ou 15 ans, puisque la protagoniste que nous suivons, elle n'était que bébé lorsqu'elle est arrivée dans la cage. On peut dire qu'elles se sont exclues de la communauté, puisque, contrairement aux autres femmes qui essayent de réinstaurer les codes et les coutumes de la société qu'elles ont connue avant d'être enlevées et d'être enfermées pour on ne sait quelle raison, en fait, petite, elle comprend pas la plupart des choses qui s'y passent. Et du coup, elle va se poser la question, est-ce que c'est réellement pertinent de garder ces coutumes alors que le monde d'avant n'existe plus? Et en plus, elle ne l'a jamais connu, donc elle n'est pas réellement en manque, contrairement à ses compagnes. Je dirais que cette lecture, ce fut une réelle expérience de lecture, parce que contrairement à d'autres livres où on aurait eu beaucoup de réponses sur les questions qu'on se pose, donc qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi est-ce qu'elles ont été kidnappées et enfermées? Où est-ce qu'elles sont? La plupart des questions qu'on se pose ne trouvent pas de réponse, mais je trouve que c'est pertinent en fait au vu de la protagoniste et des raisonnements, des buts qu'elle se donne à elle-même. Et ouais, ce fut vraiment une chouette expérience de lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et quel plaisir aussi de découvrir que c'est une autrice francophone qui l'a écrit, si je me souviens bien dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, mais je sais qu'il a un peu dépassé les frontières, et pour une fois, c'est un livre qui est devenu connu à l'international, alors que le plus souvent, c'est des livres connus à l'international qui viennent en France. Là, c'est un peu l'inverse, et c'est vraiment un réel plaisir, et en fait ça n'a fait que me donner encore plus envie de découvrir d'autres plumes de l'imaginaire francophone, parce que c'est hyper important de mettre ces plumes en avant en fait. Mon top de l'année ne serait pas réellement mon top de l'année
s'il n'y a pas Mariana Enriquez. Cette année, elle est un peu basse avec ce recueil de nouvelles, Un lieu ensoleillé pour les personnes sombres, parce que, en fait, les premières nouvelles, j'étais pas foncièrement convaincue. Alors que, par exemple, dans Ce que nous avons perdu dans le feu ou Les dangers de fumer au lit, dès les premières nouvelles, j'étais convaincue, surtout pour Ce que nous avons perdu dans le feu. C'est mon recueil de nouvelles préféré de Mariana Enriquez. Là, j'ai trouvé que les premières, ça n'accrochait pas. Et j'étais vraiment très triste parce que je me disais, mais que se passe-t-il? Pourquoi je n'aime pas ces nouvelles de Mariana Enriquez? Enfin, c'est pas que je les aimais pas, c'est que, voilà, il n'y avait pas d'atome particulièrement crochu. Et en fait, à partir du moment où je suis arrivée à la deuxième moitié du recueil de nouvelles, j'ai retrouvé tout ce que j'adore de Mariana Enriquez. Une plume efficace et en même temps qui nous plonge dans des réalités sociales et politiques de l'Argentine, en faisant passer tout ça dans un monde imaginaire et en même temps horrifique, glauque, et ça vient titiller quelque chose de nos peurs, de nos pulsions. Voilà, ça a mis du temps avant que je sois convaincue, mais par la suite, voilà, ça reste Mariana Enriquez, c'est la reine de l'horreur, mais ce n'est pas la seule autrice argentine qui se retrouve dans ce top. Et en fait, elle s'est fait détrôner par une autre autrice argentine, on va dire. Et d'un autre côté, je suis bien contente parce que les auteurs et les autrices argentins, en fait, j'aime beaucoup leurs textes. Je me rends compte. Mais avant ça, revenons un petit peu en France avec un livre hybride entre de l'essai social et historique sur la vie d'un village et un peu des récits, fiction sur des fantômes qui entraient les couloirs d'un EHPAD. Nous avons Les fantômes du lac de Manon Gauthier-Faure. C'est typiquement le genre de texte que j'aime beaucoup, qui est basé sur une histoire vraie, puisque nous sommes dans un petit village français, et il y a eu un drame dans les années 70, si je me souviens bien, en 78, dans la Marne, il y a 2 petites filles qui ont été retrouvées dans le lac du village, et en fait, on n'a jamais vraiment su quelle en était la cause. Est-ce que c'était un simple accident? Est-ce que c'était autre chose de la part des petites filles? Est-ce que c'était plutôt un assassinat? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que plusieurs années plus tard, les fantômes de ces petites filles entraient l'EHPAD qui se trouve maintenant à proximité du village. Et en fait, l'autrice va se prendre de passion pour ce fait divers et va vouloir enquêter un petit peu, essayer de retrouver les personnes qui ont vécu ce drame pour essayer de voir à quel point le village a été touché par ce drame et à quel point ça ressort encore aujourd'hui. Et ouais, j'adore ce genre de texte, même si c'est un texte un peu difficile à catégoriser parce que vous voyez, il rassemble pas mal de choses, et en fait, c'est ce qui m'a fait encore plus l'aimer. Parce que justement, il y a plein de choses qui sont mises à l'intérieur, et puis la plume de l'autrice est vraiment très très chouette. Donc voilà, moi j'adore les histoires de fantômes, j'adore voir les histoires de fantômes, à quel point ça peut heurter la réalité et le quotidien des personnes. Et voilà, ça a été un texte que j'ai adoré, et j'aimerais en lire plus comme ça, parce que c'était vraiment hyper intéressant. On va rester dans les essais. Là, pour le coup, c'est vraiment un essai. C'est pas un texte hybride. C'est Les procès Mazan, une résistance à dire le V de Mathilde Lévesque. Ce fut un véritable coup de poing. Je l'ai lu d'une traite. En même temps, il est pas très long, mais en fait, il était super bien. On n'a pas pu passer à côté des procès Mazan au vu de la portée historique, politique, sociale que ces procès ont pu avoir. Et en fait, Mathilde Lévesque s'est penchée sur tous les discours et tous les plaidoyers, tout ce qui a été dit en fait dans la presse, dans le tribunal pour qualifier ce procès Mazan. En fait, on a une résistance à dire le V. Et vous l'avez bien vu au début de cette présentation, je ne peux pas dire le mot en V parce que je sais que les plateformes où nous pouvons faire des vidéos n'aiment pas ce mot en V. Voilà. Et d'ailleurs, elle en parle dès le départ, et j'ai trouvé ça assez intéressant, et je trouve ça assez ironique à chaque fois quand j'en parle sur mes réseaux, parce que du coup, je montre à quel point ce qu'elle dit est vrai.
L'autrice s'est intéressée non seulement à la défense des accusés, mais en plus à la manière dont les médias ont donné les informations, ont repris cette affaire, l'ont diffusée, et puis l'image qui a été redonnée à la victime dans le grand public. Et là aussi, l'autrice a eu une réflexion très intéressante sur cette image qui a été donnée de Gisèle Pelicot. Je ne sais pas si on dit encore Gisèle Pelicot, parce que je sais qu'elle est séparée de son ex-mari, mais je sais pas quel est son nom de famille, si elle en a changé. Donc je suis désolée si je fais une erreur et je présente mes excuses. Et c'est une réflexion hyper intéressante, et puis surtout, ça parle des VSS et de comment est-ce que le procès Mazan a contribué ou non à la prise en charge et à la prise au sérieux des victimes, je dirais. Donc, ça a été vraiment un coup de poing, cette lecture. Je l'ai adoré, je pense que je vais le relire assez régulièrement parce que, vraiment, il est extrêmement bien. Vraiment très bien. Nous arrivons donc à la deuxième autrice argentine de ce top. Il s'agit de Agustina Basterrica avec Les Indignes. J'avais déjà beaucoup aimé son premier roman qui s'appelle Cadavrexki en français et qui nous présentait une société post-apocalyptique, on va dire, où l'humain a trouvé la manière la plus atroce possible pour continuer à consommer de la viande dans un monde où les animaux n'existent pas. Vous vous doutez peut-être de ce qu'est cette solution, hein? Avec Les Indignes, on se retrouve dans un univers relativement similaire. J'ai trouvé que ça pouvait totalement concorder avec l'univers de Cadavrexki, mais là, nous sommes dans un huis clos, dans un monastère où une communauté s'est installée et a commencé à recueillir les personnes qui ont survécu à l'apocalypse, on va dire, et surtout à vivre d'une manière un peu particulière et à vivre avec des préceptes qui n'existent pas, ou qui n'existent pas de manière aussi franche, on va dire, dans notre société. Et ce sont des préceptes religieux en mode « les anciennes religions, c'était des mensonges, le seul et unique Dieu qui existe, c'est celui que nous prônons ». On se doute de quel genre de dérive il peut y avoir. Dans celui-ci, je veux vraiment mettre l'accent sur les trigger warnings parce qu'il y a des scènes vraiment très particulières, des scènes de mutilation notamment, où en fait la communauté est régie par ces préceptes religieux et on a des espèces de castes ou des rangs dans cette communauté où il y en a qui ont certains pouvoirs, donc de recevoir et transmettre les messages de ce nouveau Dieu, etc. Et pour accueillir et pour recevoir ces messages de la manière la plus pure possible, il faut subir des mutilations diverses et variées, puisque tant qu'à faire, autant être créatif. Et en fait, ce que j'ai adoré dans le livre, c'est la structure de l'histoire, puisque on suit la protagoniste à travers des notes qu'elle réussit à écrire clandestinement. Puisque vous vous doutez bien que dans une communauté pareille, à tendance sectaire et avec des principes relativement problématique, disons les termes, même si c'est un euphémisme, vous vous doutez que tout ce qui est journaux intimes, pensées individuelles, c'est absolument proscrit. On sent la dissonance cognitive en elle entre les discours qu'on lui donne et ce qu'on lui a appris, ce qu'on lui a transmis quand elle était plus jeune. Et vu qu'elle ne se souvient pas non plus énormément de sa vie d'avant, il y a cette espèce de conflit interne qui est hyper intéressant à suivre et j'ai tout simplement adoré. Et voilà, lisez Agustina Basterrica. Soyez prêts quand même à lire cette autrice parce que même dans Cadavrexki, il y a des scènes qui me restent encore en tête. Parce que elle y va pas de main morte. Et nous arrivons dans le top 4 et là, tananana, il n'y a que des hommes. J'en fais tout un cinéma parce que ça m'amuse, bien évidemment. Je suis très contente que ces livres se trouvent dans mon top parce que ce sont des livres qui m'ont énormément touchée en 2025. Il y a tout d'abord Downlands de Norm Connew que j'ai adoré. Voilà, et c'est un livre qui remet l'adage de ne pas juger un livre à sa couverture sur le devant de la scène, puisque au départ j'étais vraiment pas convaincue par les illustrations, et puis en fait quand j'ai lu les premières planches et les premières pages, les premiers dialogues, les premières bulles,
Eh ben, j'ai été totalement conquise. Voilà. Donc c'est un jeune adolescent qui vient de perdre sa sœur jumelle dans des circonstances assez étranges, puisque elle lui a dit juste avant de mourir qu'elle a vu un chien noir du style molosse, vraiment le truc qu'on n'aimerait pas croiser dans la rue, quoi. Elle a vu ce chien qui lui a foncé dessus, et son jumeau est convaincu de n'avoir vu aucun chien lors de cette sortie. Et le lendemain, sa sœur est décédée tragiquement. Et donc c'est une quête d'acceptation du deuil à travers plein d'histoires de fantômes, que ce soit des fantômes légendaires, des fantômes historiques ou des fantômes plus modernes. Ce que j'ai adoré, c'est le mélange de toutes ces légendes, le mélange de toutes ces histoires de fantômes au sein d'une même histoire, et l'auteur a réussi à les faire jouer en symbiose, mais ouais, c'était vraiment formidable, très touchant. Le protagoniste est vraiment très touchant. Voilà, que dire de plus ? À part que c'est l'une des lectures les plus émouvantes que j'ai lues cette année. Nous arrivons dans le top 3, et à la 3e place, nous avons Les Liens du Sang. Waouh! Ça faisait longtemps qu'une série de mangas ne m'avait pas procuré autant d'émotions, ne m'avait pas bousculé à ce point. C'est une lecture très psychologique, c'est presque du thriller psychologique, où on suit le jeune Seiichi qui vit au sein d'une dynamique familiale très particulière, puisque son père étant salaryman, il n'est vraiment pas présent à la maison, et donc c'est sa mère qui s'occupe absolument de tout, et surtout elle a une emprise sur son enfant qui va la pousser à des actes extrêmes. Et on va voir justement les répercussions de ces actes extrêmes sur l'adolescent et sur le jeune adulte que Seiichi deviendra, et c'est absolument formidable. Il y a des planches qui sont des véritables uppercuts qui nous font voir toute la complexité des émotions, parce qu'à la fois on a Seiichi qui aime sa mère et qui a besoin de sa mère, et en même temps qui se rend compte que l'influence de sa mère est vraiment pas bonne du tout. Et comment est-ce qu'on se construit comme ça? Comment est-ce qu'on se développe en tant qu'adulte? C'est absolument passionnant, c'est absolument fascinant, c'est vraiment génial. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu lire cette série-là. Je me doutais de toute façon que cette histoire allait me plaire, mais aussi je vais me pencher sur les autres œuvres de l'auteur, parce que il y en a certaines que j'ai vues passer et je pense qu'ils peuvent m'intéresser également. Ouais, c'est un univers qui m'intéresse vraiment beaucoup. Pour la 2e place, ça se joue entre 2 livres. Et en fait, je vais changer l'ordre que je voulais mettre, parce que je me rends compte que... En fait, le livre qui était initialement à la 1re place, je sais que c'est un livre que je vais m'amuser à décortiquer. Je vais m'amuser, dès que je l'aurai en papier, je vais m'amuser à retourner dedans pour essayer de décortiquer tous les codes qu'il peut y avoir à l'intérieur, parce que ça rassemble tout ce que j'aime en termes d'histoire de fantômes, d'histoire d'internet, d'histoire vraiment alambiquée, où on ne sait pas où est-ce qu'on nous mène et où est-ce que les personnages vont finir. Voilà, c'était notre maison. Qui a été une lecture audio pour le coup, et je vous recommanderais quand même de le lire en papier, parce que même si l'expérience ne fut pas chaotique en termes de livre audio, je pense que je suis passée à côté de pas mal de messages et de pas mal de choses. Nous suivons Eve qui vient d'acheter une maison avec sa compagne, et elles ont décidé en fait de la retaper et éventuellement de la revendre par la suite. Et Eve a déjà de gros problèmes d'anxiété, c'est-à-dire qu'elle a un petit personnage que nous, les personnes anxieuses, nous avons tous dans notre tête, qu'elle a surnommé Momo, qui est la personnification de toute l'anxiété sociale et même de l'anxiété tout court que nous pouvons ressentir. Et je peux vous dire que Momo va être très perturbée par la venue d'une famille de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants, où le père de famille explique qu'il a vécu dans cette maison et il aimerait la faire visiter à sa famille et voir un peu ce qu'elle est devenue depuis son enfance. Et en fait, ça va vraiment pas se passer comme prévu. En fait, je recommanderais ce livre à toutes les personnes qui
aime la chaîne de Feldup, qui adorait les premiers threads d'horreur de Squeezie, c'est-à-dire ceux où il incluait des histoires fictives d'internet. C'était vraiment très bien cette époque. Parce que ça commence comme une histoire banale, et on se retrouve avec un truc qui est, ma foi, qui nous emporte. Moi, j'étais à fond dedans. Je ne pouvais pas m'arrêter de l'écouter parce que je me disais, mais où est-ce que l'auteur va me mener? Où est-ce que cette histoire va aller? Et c'était absolument passionnant. Et je pense très sincèrement que je me le procurerai en papier, justement pour m'amuser à aller retrouver tous les codes que j'ai pu louper, et puis à le relire, parce qu'il y a eu 2-3 moments de frisson où vraiment j'ai vraiment été convaincue par ce livre. Mais le top 1, qui était du coup le top 2, mais en fait, avec C'était notre maison, ça va se jouer, je pense que ça va se jouer comme ça pendant les prochains mois, parce que je ne saurais vraiment pas vous dire quel livre j'ai le plus adoré, parce que autant C'était notre maison, je l'ai lu extrêmement vite, je me suis prise au jeu, j'étais à fond dedans, autant avec La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo. Si vous avez vu ma vidéo où je vous parlais de ce livre, vous savez à quel point j'ai été très vite convaincue par la plume, par l'univers narratif, par les personnages, enfin voilà, cette histoire m'a vraiment convaincue. Mais en fait, depuis que je l'ai lu, cette histoire m'habite et elle me hante à un point que je n'avais pas retrouvé depuis un moment en fait en termes de lecture. Et je suis vraiment contente que ce livre m'ait autant touchée, parce que au moment de sa lecture, je me rendais pas compte à quel point ce livre me touchait. Et puis en fait, j'ai encore des souvenirs de ma lecture, j'ai encore des souvenirs de ce qui se passe à l'intérieur, et j'aimerais en fait retrouver les personnages de ce livre. Et on est dans une petite bourgade en périphérie de Toulouse dans les années 90, et nous suivons un groupe d'adolescents qui ont chacun leurs pulsions, chacun leurs désirs, chacun leurs problématiques, où ils les partagent pas forcément avec le groupe d'amis, parce que nous avons bien conscience que les secrets des uns restent bien dans la maison des uns, et puis les autres ne vont absolument pas chercher à fouiller dedans. Les problèmes de chacun restent à chacun, et on va pas voir ce qui se passe chez les voisins. Sauf qu'il y a un événement dramatique qui va se passer dans cette communauté, on va dire. Et en fait, ce groupe d'adolescents va se retrouver aux prises avec une maison abandonnée depuis plusieurs années dans le lotissement, et qui ne semble pas très amicale. Peut-être pour certains, mais certainement pas pour d'autres. Et on voit à quel point cette maison va nourrir leurs pulsions, va nourrir leurs désirs, à quel point ça va les faire grandir, et à quel point, comment est-ce qu'ils vont gérer tout ce qui se passe à l'adolescence. On est dans un univers nourri de plein de fictions d'horreur, Alien, ça, bien évidemment, il y a une grosse inspiration de Stephen King. Bref, c'est un melting pot de plein de choses que j'adore. Il n'y a pas le côté internet, mais en fait, c'est vraiment tout ce que j'adore. Et dès le départ, j'ai senti que ça allait être un coup de cœur, parce que il y a une scène absolument terrifiante, oui, pour le coup, qui m'a fait énormément penser à Hérédité, pour celles et ceux qui ont vu le film, les 20 dernières minutes. Voilà, c'est les 20 dernières minutes les plus terrifiantes qu'un film ait pu me faire vivre. Et il y a ça dès les premières pages. Voilà, dès le prologue, on nous met dans le bain, on nous met dans la sauce, et on voit à quoi vont être confrontés ces adolescents, et on ne peut qu'être encore plus touché et encore plus empathique envers ces adolescents, parce qu'on se demande comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Dites-moi si un penchant un peu plus négatif vous intéresserait, dans le sens où je vous présenterai mes pires lectures, celles qui ont eu les moins bonnes notes, en tout cas sur mon compte Livre Addict. Moi, ça ne me dérangerait pas, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à dire sur les livres que nous n'avons pas aimés, et ça parle aussi beaucoup de notre profil de lecture. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager, commenter, booster la vidéo, à me donner votre top également en commentaire. N'hésitez surtout pas, parce que sur YouTube, il va y avoir plein de vidéos top de l'année 2025, et on va être nourri de ça pendant quelques semaines. Et n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, parce que ma wishlist n'est pas assez grande
Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.